Imaginez un instant. On a deux cartes au trésor. La première, elle a été dessinée par des scientifiques, des démographes, avec des données très modernes. Oui, Et la seconde, elle a été écrite il y a plus de 1400 ans, dans des textes spirituels. Mais les deux promettent exactement la même chose. Le secret d'une vie longue et en bonne santé. Et la grande question, c'est, est-ce qu'elle nous mène vraiment au même endroit? c'est ça. C'est toute l'exploration qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre d'un côté les zones bleues, ces endroits étudiés par l'explorateur Dan Buettner, où les gens vivent exceptionnellement vieux. D'accord. Et de l'autre, les principes de santé de la tradition islamique chiite. On va juste superposer ces deux cartes, voir où ça colle, où ça diverge, et surtout, ce que ça nous apprend. Notre mission, donc, voir si la science et la sagesse ancestrale ont trouvé les mêmes vérités, par des chemins complètement différents. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors commençons par la carte moderne, ces fameuses zones bleues. L'idée de départ, si je comprends bien, c'est que nos gènes, ils ne sont pas tout puissants en fait. Exactement. C'est même assez surprenant, mais la génétique, ça ne compte que pour 20% de notre longévité. Seulement 20%. Oui, tout le reste, les 80%, c'est le mode de vie. C'est ça qui a poussé Dan Buettner à chercher ces endroits sur Terre où les gens vivent plus longtemps, mais surtout en meilleure santé. Et il en a trouvé combien? Il en a identifié 5. On a Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, l'île d'Icaria en Grèce et une communauté d'adventistes à Loma Linda en Californie. Et ce qui est dingue, c'est que dans ces zones, personne ne se dit le matin « Allez, aujourd'hui je vais essayer de vivre jusqu'à 100 ans ». Personne ne fait de régime keto, personne ne compte ses calories. Non, c'est ça qui est fascinant. La longévité n'est pas poursuivie, elle découle de leur environnement. Comment c'est possible ça? En fait, leur secret, c'est qu'ils ont bâti un écosystème où le choix sain est le choix le plus facile, parfois même le seul choix. Et à partir de là, Buettner a extrait 9 principes, le fameux Power 9. D'accord. Et le premier est sans doute le plus contre-intuitif pour nous. C'est le mouvement naturel. Ça veut dire quoi? Pas de crossfit? Pas de marathon? Zéro, rien de tout ça. Les centenaires d'Okinawa, par exemple, ils jardinent tous les jours. Les bergers en Sardaigne, ils marchent des kilomètres dans les montagnes. C'est intégré à leur quotidien, en fait. Voilà, c'est complètement intégré. Leurs maisons n'ont pas de robots ménagers, ils font tout à la main. Et un détail que je trouve génial à Okinawa, les anciens s'assoient et se relèvent du sol des dizaines de fois par jour. Ah oui. Et ce simple mouvement, ça maintient une force et un équilibre incroyable. Ça prévient les chutes qui sont une cause de mortalité majeure chez les personnes âgées. C'est une claque pour notre vision de l'exercice, ça. Et côté alimentation, comment ils font pour ne pas trop manger, sans balance, sans appli? Ils ont une astuce culturelle toute simple. Ça vient d'un mantra de Confucius vieux de 2500 ans. À Okinawa, avant chaque repas, ils se disent Ara Hachibo. Ara Hachibu. Un verbe- Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mange jusqu'à ce que tu sois plein à 80%. Attends, mais c'est super abstrait ça. Comment on sait qu'on est plein à 80%? En fait, c'est très concret. Il y a un décalage d'environ 20 minutes entre le moment où l'estomac est plein et le moment où le cerveau reçoit le signal de satiété. Ah, d'accord. Ces 20% de marge, c'est précisément cet écart. En s'arrêtant de manger quand ils n'ont plus faim, au lieu de continuer jusqu'à être plein, ils créent un déficit calorique sans même y penser. C'est brillant. C'est une modération intégrée. Et dans l'assiette, on trouve quoi? Des super aliments secrets? Pas du tout, c'est une cuisine de paysans, très simple et à 90 ou 100% végétale. Ah oui, quand même, oui. Les 5 piliers qu'on retrouve partout, c'est céréales complètes, légumes verts, tubercules comme la patate douce, des noix, et surtout, le roi des aliments de longévité, Alors, les légumineuses. Haricots, fèves, lentilles, c'est la pierre angulaire de tous ces régimes. juste des haricots. L'analyse de Buettner suggère que manger une tasse de haricots par jour, ça pourrait ajouter 4 années d'espérance de vie. 4 ans? Ouais, Pour des haricots. c'est le genre de stat qui donne envie de se mettre au cassoulet. Sans la saucisse alors? Oui, sans la saucisse, j'imagine. Exactement. Pour eux, la viande, c'est un plat de fête, pas un plat du quotidien. Ils en mangent en moyenne 5 fois par mois, en petite quantité. C'est l'inverse de notre modèle. D'accord. Donc, bouger sans y penser, manger modérément sans y penser, un régime végétal, il reste un pilier qui me semble hyper important. C'est le côté social. La bonne tribu, c'est peut-être le plus puissant de tous. À Okinawa, ils ont un truc qu'ils appellent un moai. Un moai, C'est un groupe de 5 amis d'enfance, à peu près, qui s'engagent à se soutenir mutuellement pour toute la vie. pour toute la vie, c'est bien plus fort qu'un simple groupe d'amis. Ah oui, c'est un filet de sécurité totale. Émotionnel, financier, social.
Si t'as un coup dur, ton moaï est là. Et la science moderne valide complètement cette idée. Une étude de 2023 a montré que la solitude chronique est aussi dangereuse que de fumer 15 cigarettes par jour. C'est énorme. Et puis, les comportements sont contagieux. Si tes 3 meilleurs amis sont obèses, tu as 50% de chances en plus de l'être aussi. L'inverse est vrai. Avoir la bonne tribu, c'est le meilleur programme de santé qui soit. Cette idée de communauté qui te porte, c'est puissant. Et ça me fait penser que les grandes traditions spirituelles ont souvent construit toute leur structure là-dessus. Ce qui nous amène à notre deuxième carte. Oui, Est-ce qu'on retrouve cette idée dans la perspective islamique? on ne fait pas que la retrouver. C'est le fondement de tout. Mais avant les pratiques, il faut comprendre la philosophie. Le concept central, c'est celui de l'amana. L'amana? Ça veut dire que ton corps ne t'appartient pas vraiment. C'est un dépôt sacré qui t'est confié par le Créateur. C'est une perspective radicalement différente. Le corps n'est pas une propriété, c'est une responsabilité. Précisément. L'imam Ali le décrit comme la monture de l'âme. Tu dois en prendre soin, non par vanité, mais pour qu'elle te porte dans ton voyage spirituel. La santé n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est une très belle philosophie. Mais concrètement, au quotidien, ça donne quoi? Est-ce qu'on a des règles aussi précises que le Power 9? C'est là que ça devient bluffant. Prenons la modération. Il y a un enseignement très célèbre du prophète Mohammed, la règle des tiers. La règle des tiers. 1/3 de l'estomac pour la nourriture, 1/3 pour la boisson et 1/3 laissé vide pour l'air. Attends une seconde. 1/3 nourriture, 1/3 eau, 1/3 air. C'est une autre façon de dire « ne te remplis pas complètement ». C'est quasiment la même chose que le hara hashibu. C'est fou. C'est exactement le même principe, formulé différemment. Et l'imam Ali est encore plus direct. Il dit « ne te mets pas à table avant d'avoir faim et quitte la table alors que tu as encore de l'appétit ». La définition même de la gestion de la satiété. Voilà. Et le Coran interdit l'israf, c'est-à-dire l'excès, le gaspillage, dans tous les domaines. La convergence est incroyable. Et dans l'assiette, les zones bleues, c'est 90% végétal. Est-ce que la carte ancienne pointe dans la même direction? Absolument. Les textes valorisent les aliments simples, complets. Le pain d'orge est appelé la nourriture des prophètes. Il y a les dattes, le miel, les olives. Et pour la viande, même si c'est permis, la consommation doit être très modérée. Il y a même une tradition qui dit « Ne faites pas de vos estomacs des cimetières pour animaux ». L'esprit est clairement le même. C'est un régime à dominante végétale, oui. D'accord, donc pour l'alimentation, les deux cartes sont presque identiques. Mais pour le mouvement, j'ai du mal à imaginer des prescriptions d'exercices dans des textes aussi anciens. Et pourtant, c'est au cœur de la pratique. Les 5 prières quotidiennes, la salate, ce n'est pas juste de la méditation. Non, chaque prière, c'est une séquence de mouvements. Se lever, s'incliner, se prosterner, s'asseoir. C'est une sorte de gymnastique douce répétée tout au long de la journée. Ça maintient la souplesse, la circulation, la force. Je vois l'idée du mouvement intégré. Mais, soyons honnêtes, est-ce que ça peut vraiment rivaliser avec l'impact physique de marcher des heures dans les collines sardes? L'intensité n'est pas la même, si? C'est une excellente question. Et tu as raison sur l'intensité. Mais le principe, ce n'est pas la performance, c'est la constance. C'est la prévention de la sédentarité totale. Ah, d'accord. La prière, elle brise les longues périodes d'inactivité, ce qui est un des grands fléaux modernes. Elle assure un niveau minimum de mouvement, à vie, pour tout le monde. C'est une base. C'est le même esprit que le mouvement naturel. Ce n'est pas du sport, c'est juste la vie. Vu comme ça, c'est cohérent. Ce qui nous ramène à la communauté. Le Muay d'Okinawa. Quelle est la réponse de la tradition islamique? La réponse est totale. Elle est institutionnalisée. Le concept de Umma, la communauté, et de Silat al-Rahim, l'obligation de maintenir les liens de parenté, ce sont des piliers. L'isolement, c'est un danger. Donc tout est fait pour renforcer les liens. Prier en groupe, partager les repas du ramadan, rendre visite aux malades, prendre soin des aînés. C'est un mode d'ail intégré et ritualisé à l'échelle de toute une civilisation. Jusqu'ici, c'est à peine croyable. On dirait le même manuel, mais traduit en 2 langues. La science et la spiritualité. Mais il doit bien y avoir un point de rupture, non? Un endroit où les cartes se contredisent. Oui, il y en a un et il est majeur. C'est la boisson. Dans 4 des 5 zones bleues, la consommation modérée de vin, notamment en Sardaigne, est associée à la longévité. C'est le principe du « wine at 5 ». Ah, Or, en islam, la position est diamétralement opposée.
L'alcool est strictement interdit. Haram. C'est une abomination. Là, on a une contradiction frontale. Comment on peut réconcilier ça? Une carte dit un peu, c'est bon, l'autre dit c'est un poison. C'est la question clé. Et la réponse est peut-être plus nuancée. Les chercheurs des zones bleues eux-mêmes suggèrent que le bénéfice pourrait ne pas venir de l'alcool, mais du contexte. C'est-à-dire? Le verre de vin à 17 heures, c'est un rituel social. C'est le moment où on décompresse, où on retrouve ses amis, où on renforce les liens. L'alcool ici, c'est un lubrifiant social qui réduit le stress. Donc le bénéfice viendrait du rituel, pas de la molécule d'éthanol. C'est une hypothèse très sérieuse. D'ailleurs, la science récente commence à se rapprocher de la vision islamique. Un rapport de l'OMS de 2023 conclut qu'il n'y a aucune dose d'alcool sans risque pour la santé, surtout pour le cancer. Ah oui, d'accord. La perspective islamique, en interdisant l'alcool, a juste remplacé ce lubrifiant social par d'autres. Le rituel du thé, les repas en commun, les rassemblements. Le but social est atteint, mais par un autre moyen. C'est une explication très éclairante, hein. Et au-delà des pratiques, il y a la question du pourquoi. Quel est le but de cette longue vie? Est-ce que les deux cartes mènent au même trésor final? C'est la deuxième grande divergence, et elle est philosophique. Dans les zones bleues, le but est souvent horizontal. Les Okinawanais appellent ça l'ikigai. C'est une raison de se lever le matin, s'occuper de ses arrière-petits-enfants, son jardin, sa communauté. C'est un but ancré dans ce monde. Voilà un but terrestre. Dans la perspective islamique, le but est fondamentalement vertical. Vertical. L'objectif ultime, c'est la proximité avec le divin, la préparation pour l'au-delà. Une longue vie est une bénédiction, seulement si elle est utilisée pour grandir spirituellement. Une vie de 100 ans passée dans l'insouciance serait vue comme un échec. Donc la longévité n'est pas le but en soi, c'est le temps qu'on a pour atteindre le but. Exactement. Alors si on synthétise tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Quelle est la grande leçon? La première chose, c'est que la santé, la longévité, ce n'est pas un truc qu'on peut hacker avec des applis ou des régimes. C'est le résultat d'une vie en harmonie avec notre nature profonde, ce que l'islam appelle la fitra. Les gens des zones bleues ne cherchent pas à vivre vieux. Ça arrive, c'est tout. C'est ça, parce que leur environnement est aligné sur cette nature. On dirait que notre monde moderne, lui, est conçu pour être anti-longévité. Il l'est sur presque tous les plans. La nourriture ultra transformée, la sédentarité, l'isolement social, chacun de ces fléaux est une violation directe de ces principes. C'est une violation de notre fitra. D'ailleurs, il y a un fait tragique que les sources mentionnent sur Okinawa. Oui, c'est terrible. Okinawa, qui était un modèle, a vu son mode de vie s'occidentaliser. Aujourd'hui, l'île a le taux d'obésité le plus élevé du Japon. C'est le canari dans la mine de charbon. Ça montre à quel point ces écosystèmes sont fragiles. Exactement. Ça prouve que ce n'est pas la génétique, c'est l'environnement et la culture. Quand on change l'environnement, la protection disparaît. En résumé, on a des convergences quasi parfaites sur les principes. La modération, le végétal, le mouvement doux et surtout des liens sociaux solides comme le rock. Et des divergences claires sur l'alcool, qui est peut-être plus une question de moyens que de fin, et sur le but ultime de cette vie. Ce qui est fascinant, c'est de voir que la science la plus pointue et une tradition millénaire aboutissent aux mêmes gestes du quotidien. Manger des haricots, marcher, voir ses amis. Ces actes simples semblent être les clés, quel que soit le sens qu'on leur donne. Et ça nous laisse avec une question qui est finalement universelle. Comment peut-on, nous, transformer nos habitudes quotidiennes, manger, bouger, interagir, en actes conscients qui nourrissent à la fois le corps, les liens et l'esprit? L'idée, ce n'est peut-être pas de choisir entre une vie saine et une vie spirituelle, mais de réaliser qu'il pourrait s'agir des deux faces d'une même pièce, visant une harmonie où la longévité, tout simplement, découle